Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Georges. Donc Georges, c'est un petit garçon qui a 7 ans et il adore sa maman. Et tous les soirs, il rentre de l'école avec elle en voiture et il passe par un rond-point sur lequel il y a des magnifiques fleurs. Bon, plus belles que ça en réalité. Et un soir, le petit Georges a la merveilleuse idée de sortir de la maison, d'aller arracher les fleurs et d'aller les offrir à sa maman. Alors ici, le comportement de Georges, il est négatif. Il est sorti de la maison, il n'a pas demandé la permission, il s'est peut-être mis en danger. Mais l'intention derrière son comportement, elle est positive. Il voulait faire plaisir à sa maman. Derrière tout comportement humain, il y a une intention positive. Alors j'aurais eu grandement besoin de savoir ça quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai souvent pensé que si j'avais pas eu la famille aussi géniale que celle que j'ai eue, j'aurais peut-être développé une forme de schizophrénie ou de bipolarité. En fait, quand j'étais toute petite, un petit rien me faisait avoir des réactions complètement disproportionnées. Mon frère a récemment retrouvé cette photo qui démontre bien l'intensité des émotions que je pouvais ressentir. Alors à l'époque, une petite injustice pouvait me mettre dans une colère immense et une petite remarque dans une grande tristesse. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me sentais différente, j'étais souvent en fait perçue comme celle qui dérangeait. Et c'est avec un besoin viscéral de comprendre ce qui m'arrivait que je me suis passionnée pour les gens différents, pour ceux qui réagissent trop et ceux qui ne réagissent pas assez aussi. Donc je suis devenue psychologue et c'est en les étudiant que je me suis comprise et en découvrant leur hypersensibilité que j'ai compris la mienne. Alors la sensibilité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité à discriminer. Une personne normale va percevoir par exemple les grands mouvements émotionnels chez l'autre, la joie, la peur, la honte, la surprise. Une personne qui est hautement sensible va percevoir des micro-changements dans son environnement. Ça peut être un petit mouvement d'œil, une légère augmentation du rythme cardiaque ou un changement dans la couleur de la peau de la personne. Ce qui se passe, c'est que même si la personne va capter et ressentir ce changement fortement, elle n'est pas forcément capable d'expliquer d'où ça vient. Elle va avoir un genre de sentiment que quelque chose est différent ou que quelque chose ne va pas. En fait, ce que la recherche nous démontre, c'est que le dénominateur commun entre le génie et la folie, c'est cette hypersensibilité. Ceux qui déconnectent sont en fait ceux qui connectent trop. Alors quand on ouvre le Larousse, le dictionnaire, pour y trouver une définition de la folie, on trouve plusieurs choses, j'en citerai que 2. La première, c'est la définition d'un trouble mental. Et la deuxième, qui me semble absolument indissociable de la première, c'est celle de la passion. Dire « je suis fou de quelqu'un » ou « fou de quelque chose », c'est en être complètement passionné. Il y a quelque chose dans la folie, en fait, qui est relié à l'intensité du ressenti. Et c'est le point commun avec le génie. Le génie, on parle aussi de douance intellectuelle, de haut potentiel intellectuel, du fait d'être surdoué, tout ça c'est la même chose. C'est avoir un excellent fonctionnement cognitif, mais également, et je dirais avant tout, une grande sensibilité, une hyper-réactivité à l'autre et à l'environnement. Les personnes surdouées, et j'en ai tous les jours à la clinique, vont avoir des réactions et des émotions intenses parce que justement, elles perçoivent davantage de choses dans leur environnement. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes hypersensibles sont surdouées, puisqu'en fait, l'hypersensibilité représente 15% de la population, tandis que la douance, c'est 3%. En revanche, tous les surdoués sont des hypersensibles. Quand on pense au génie, on imagine souvent une personne pour laquelle tout est facile et qui réussit dans tous les domaines. Et ça peut être le cas de certains d'entre eux. Mais il y en a aussi beaucoup qui développent des addictions, des phobies scolaires, ou même qui peuvent se retrouver dans la rue. Pourquoi ? Parce que leur hypersensibilité, leur hyper-réactivité à l'autre et à l'environnement peut les rendre très vulnérables.
Alors malheureusement, en tant que société, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On met une étiquette et on se distancie de la personne. C'est facile, ça nous permet de moins nous poser de questions puis de dire « je suis pas comme lui ». Pourtant, cette fragilité, cette sensibilité-là, on pourrait s'en servir comme une ressource incroyable. Le chercheur Kelly Wilson explique que quand on a des difficultés, c'est un petit peu comme si on marchait avec des cailloux dans nos chaussures. Et les cailloux nous font mal, donc on prend des antidouleurs pour pouvoir continuer à marcher. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de s'arrêter de marcher, de regarder ces petits cailloux de plus près pour comprendre ce qui les a amenés là? Les personnes qui sont hautement sensibles vont détecter et ressentir les tout petits cailloux dans leurs chaussures et pour cette raison-là, vont se mettre à crier beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que les autres. Alors le fait de crier, le comportement il peut être négatif, mais l'intention derrière elle est positive. C'est celle de détecter ces petits cailloux et de les enlever. Alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une maman qui m'a très bien aidée à identifier les petits cailloux dans mes chaussures et qui m'a rapidement appris à les enlever. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Je crois qu'il y a 7,5 milliards de petites solutions et c'est chacun d'entre nous. Car aider autrui passe d'abord et avant tout par s'aider soi-même. On a besoin d'aller soi-même bien, d'avoir de la ressource pour pouvoir aider l'autre ensuite. Alors il y a un outil qui est merveilleux pour ça, qui existe depuis 1998 et qui permet d'étudier l'être humain en y portant un regard positif. Ça s'appelle la psychologie positive et ça a pour définition la science du fonctionnement optimal de l'être humain. Autrement dit, comment est-ce que l'être humain fait quand il fonctionne bien? De quoi est-ce qu'il a besoin pour bien fonctionner? La psychologie positive, c'est imaginer que la vie, c'est comme être sur un bateau. Et au fond de la mer, il y a les roches qui sont les difficultés, les problèmes qu'on peut rencontrer. Et le niveau d'eau, c'est notre niveau de ressources psychologiques, notre niveau d'énergie. Quand on rencontre des difficultés, on va puiser dans notre niveau d'eau pour les gérer. Je prends un peu d'eau pour les difficultés professionnelles, un peu d'eau pour les difficultés relationnelles, un petit peu d'eau pour les imprévus. Le problème, c'est que si je ne sais pas comment rajouter de l'eau sous mon bateau, à un moment donné, je me retrouve sur les roches. Et c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'on va consulter un psychologue qui va nous aider à identifier les roches, peut-être à réparer notre bateau et à anticiper les roches à venir. Et c'est absolument essentiel. Mais il est tout aussi important de comprendre comment est-ce que je peux faire pour ajouter de l'eau sous mon bateau. Alors, une des choses qui peut nous aider tous à rajouter de l'eau sous nos bateaux, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ce sont les émotions positives, la joie, la gratitude, la sérénité. Les émotions positives, en fait, on a souvent pensé qu'elles servaient à rien. On se trompait. Les recherches de Barbara Fredrickson démontrent qu'elles ont deux fonctions principales. La première est qu'elles rajoutent de l'eau sous nos bateaux. Et la deuxième, c'est qu'elles élargissent notre champ de vision. En fait, quand ça ne va pas, on a tendance à se focaliser sur le détail. Tandis que quand on ressent des émotions agréables, quand ça va bien, on est davantage centré sur la globalité. On dézoome. Les émotions positives ont ce potentiel à créer de l'ouverture à l'autre, à la différence, et à ce qu'on voit davantage ce qui nous rapproche d'autrui, la globalité, plutôt que ce qui nous en différencie, le détail. Je crois que passer de la folie au génie en tant que personne, mais également en tant que société, c'est commencer par se changer soi. C'est arrêter de regarder ce qui ne va pas chez l'autre et commencer par se demander « qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer et impacter la situation différemment ?» Car ce regard que l'on porte sur l'autre a le pouvoir de le rendre malade ou sain. Ce regard que l'on porte sur la différence, sur la pathologie, peut enfoncer ou élever.
Ça dépend de nous tous. Et on a tous en nous une certaine sensibilité dont on peut chercher à s'éloigner ou à se rapprocher. Je crois que la folie en tant que société, c'est chercher à mettre à distance notre propre sensibilité. Comme le dit si bien M. Pozzo di Borgo, le fameux monsieur tétraplégique du film Intouchable, et si la fragilité n'était plus synonyme de mise au banc de la société, elle pourrait alors être source de cohésion, d'un mieux-être ensemble, de force au centre d'un projet de société. Je rêve d'un monde où la loi du plus fort serait transcendée. Je rêve d'un monde où les personnes hautement sensibles, et notamment celles qui dysfonctionnent, seraient davantage écoutées comme étant des détecteurs affinés des petits cailloux dans nos chaussures, dans nos familles, dans nos entreprises et dans nos sociétés. Je rêve d'un monde où chacun d'entre nous travaille à développer son niveau de ressources pour pouvoir davantage s'intéresser à l'autre dans toute la beauté de sa différence. Je rêve d'un monde où on s'intéresserait moins aux détails, il est différent, mais où on regarderait davantage la globalité, il est humain, et donc, comme moi, il est vulnérable. Pour moi, ce serait ça le génie, sur un plan sociétal. Alors je terminerai par cette anecdote d'une personne qui a demandé un jour à Martin Luther King « Est-ce que tu crois que ce sera toujours comme ça, le monde ? Un lieu où le fort domine et méprise le faible ?» Et il lui avait répondu « Oui, ce sera toujours comme ça. À moins que chacun d'entre nous accueille ce qui est faible et brisé à l'intérieur de soi. » Merci. Marine Miglianico.